Bonjour à tous, en tout cas à tous les nouveaux qui nous rejoignent, parce que je vois que certains sont très assidus depuis le début de l'après-midi. Je vous invite à venir vous asseoir devant, hein, il y a encore pas mal de place. Donc c'est une après-midi qui est consacrée aux organisations apprenantes. Pour ma part, moi je suis présidente de France Apprenante, qui est une association qui met la lumière sur toutes les innovations dans l'éducation et la formation, qu'elles soient méthodologiques ou techniques. Voilà, et notre sujet, c'est qu'on cherche à mettre la lumière sur des solutions qui permettent aux apprenants de passer de ce qu'on appelle un fixed mindset, où on a un peu peur des changements, on ne s'y retrouve pas, à un open mindset, où on est beaucoup plus ouvert et on se dit que c'est des opportunités de grandir. Voilà en résumé. On a un manifeste sur notre site que vous pouvez aller signer, comme ça vous aurez les newsletters par la même occasion. Et donc on a vu en début d'après-midi quel est l'impact de la formation et comment est-ce qu'il faut le mesurer, comment est-ce qu'on arrive à engager sur le terrain les apprenants. Et ça, c'est vraiment en allant enlever les cailloux dans la chaussure très opérationnelle et très immédiatement des opérationnels pour qu'ils trouvent un bénéfice immédiat. Parce que le sujet, en fait, dans la formation, c'est d'abord que quand on vous dit d'aller vous former, ce que vous entendez, c'est que vous n'êtes pas bon. Donc il vaut mieux célébrer les apprentissages déjà existants sur un sujet et puis engager les gens à aller un peu plus loin s'ils en ont envie, que de dire qu'il faut absolument se former, parce qu'il y a cette image un peu rébarbative de la formation. On s'est rendu compte qu'en fait, pendant le Covid, les gens ne se sont pas tant formés que ça en ligne, alors qu'ils avaient le temps et l'opportunité de le faire. Voilà, donc on va passer à un moment où on va travailler et on va vous présenter des experts qui sont en capacité en fait de fluidifier. Donc c'est des experts, c'est des outils qui sont en capacité de fluidifier, d'accélérer l'apprenance des organisations. Alors peut-être pour revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une organisation apprenante, c'est une organisation qui est en capacité de faire croître sa connaissance et de s'adapter à l'environnement en augmentant les connaissances et individuelles et collectives. Alors, il y a de multiples définitions. Le livre de référence est la 5e discipline de Peter Singer. Voilà. Bon, mais je vais laisser là, c'est un témoignage de Mindonsat sur Rio Tinto, chez qui vous avez implémenté en fait une solution. Voilà, donc je vais vous laisser la parole et puis on aura un échange sur la fin de la présentation. Merci. Alors je suis toute seule aujourd'hui, malheureusement Nathalie Ravaille. C'est bon? Merci. Donc je suis toute seule aujourd'hui, malheureusement Nathalie Ravaille n'a pas pu être présente. Donc je vais prendre sa partie aussi. Moi je suis Elodie Primo, la fondatrice de Most Mindonsat. Nous sommes un éditeur suisse de solutions LMS, LXP, TMS pour les fans des acronymes. En fait on développe des portails de formation. Et aujourd'hui, je vais prendre la parole pour Nathalie et j'espère être à la hauteur de vos attentes, de vos espérances. Je vais commencer avec un chiffre. 58% des collaborateurs vont maintenir leurs compétences sur le poste. C'est aussi un besoin côté entreprise, donc on est vraiment dans une situation gagnant-gagnant. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai pu rencontrer Nathalie, d'ailleurs sur un salon, je pense que c'était celui-ci, il y a quelques années, et elle est venue vers moi avec des fichiers Excel sur son ordinateur, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a dans ces fichiers? Donc il y avait référentiel de compétences, des questionnaires, etc. Elle m'expliquait comment elle avait fait l'évaluation à travers des fichiers Excel, à travers une base Access, pour donner, je dirais, une vue des compétences des collaborateurs dans leur poste de travail.
et elle voulait absolument améliorer les processus. Donc c'est un projet sur lequel on a travaillé ensemble quelques années et c'est ce projet que je vais détailler aujourd'hui. Depuis toutes ces années, on a eu aussi des reconnaissances. Donc, hormis les reconnaissances en interne que je vous présenterai tout à l'heure, il y a eu 2 reconnaissances du marché. Une avec les trophées du Digital Learning dans la section évolution et mise en pratique. Et puis, donc ça, c'est Nathalie qui l'a présenté en France. Et puis, on a eu la joie aussi d'avoir un 2e trophée dans la catégorie meilleures compétences et skills et competencies en anglais, du français, ça fait qu'un mot, c'est raccourci, médaille d'or. Et là, c'est l'équipe canadienne de Rio Tinto qui a présenté ça chez Brandon Hall et il y a eu encore un prix. Donc, c'est un dispositif très pointu que je vais essayer de détailler du mieux possible. Côté reconnaissance, vu que je n'ai pas les gens de Rio Tinto, un peu de verbatim du côté de Cynthia Murray qui est basée, elle, au Canada. Donc, ils ont travaillé depuis 2010 sur la partie compétences, sur laquelle ils ont commencé à travailler le référentiel de compétences, à voir les formations qui étaient en lien avec ces référentiels. Donc, ils ont fait, je dirais, une grande réflexion. Ensuite, quand ils sont venus vers nous, il y a quelques années, il y a 6 ans, on a pu, je dirais, simplifier, et c'est vraiment ça qui va être mis. Et ce qu'elle voulait, c'était digitaliser au maximum le processus et raccourcir aussi les temps entre les évaluations et les résultats. Vous connaissez Rio Tinto, mais je redonne quelques chiffres. Donc c'est une société internationale présente dans 35 pays avec 57 000 employés. Le projet dont je vais vous parler concerne une entité de Rio Tinto qui s'appelle Rio Tinto Aluminium. Les Français le connaissent sous le nom de Péchinet. Voilà, c'est l'entité française. Vous avez ici, dans la catégorie aluminium, différents acronymes qui correspondent à des secteurs, des départements. Et c'est intéressant de voir ça parce que ça va découper aussi la base de compétences. Le contexte du projet, donc des référentiels de compétences qui étaient formalisés très tôt, un processus d'évaluation qui était déjà défini avec une auto-évaluation du collaborateur, des résultats qui étaient ensuite diffusés et puis une coévaluation avec le manager. Processus donc sympathique sur tous ces petits fichiers. Et puis il y avait déjà sur Excel la visualisation avec des radars. Mais ça ne suffisait pas et on avait plusieurs points à retravailler avec Rio Tinto. Notamment le format, je dirais même plus la formulation des compétences. Parce que ce qu'on voyait dans les résultats, c'est qu'un collaborateur s'évaluait et il y avait une grande différence entre son évaluation et celle du manager. Et c'était dû simplement au fait que la formulation des compétences n'était pas assez précise. Donc il a fallu aller vraiment dans des choses bien formulées et on est allé chercher dans le vocabulaire de la formation avec des verbes qu'on utilisait pour pouvoir formuler ça au mieux. Le processus jusqu'à l'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette évaluation sur des fichiers Excel et il fallait mettre en place quelque chose qui permette de pousser jusqu'au plan de formation. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. L'expérience utilisateur. Je sais que vous aimez tous Excel, n'est-ce pas? Remplir des fichiers Excel, c'est votre dada quotidien. Imaginez des gens à qui vous dites remplissez des fichiers Excel avec des lignes. Voilà, c'était le contexte. Et puis une visualisation, certes, qui existait mais qui n'était pas au top. Et puis surtout la gestion des accès. Comment vous diffusez des fichiers Excel? Vous les envoyez par email, vous les mettez sur un intranet pour que les gens les récupèrent. Donc voilà, c'était
aussi laborieux côté apprenant que côté équipe chez Rio Tinto pour mettre en place tout ça. Et ça prenait beaucoup de temps. Donc, dans les besoins, en résumé, il y avait aussi mettre à jour les référentiels de compétences, parce que vous savez que les compétences, elles évoluent, d'autant plus aujourd'hui. Les connaissances, on n'en parle plus, hein, l'IA est là pour les remplacer, mais les compétences, c'est évolutif et il y a besoin de mettre à jour tout ça. D'évaluer les collaborateurs, d'en déduire une offre de formation et puis visualiser les résultats, mais de manière utile. Donc pas uniquement pour soi, mais aussi, on le verra, en visualisant aussi le requis du poste et des requis globaux. On peut aussi aller un petit peu plus loin. Les enjeux, donc, c'était une belle démarche qui avait déjà été entreprise, mais il fallait la continuer et l'amener jusqu'à un aboutissement. Et puis, dans les collaborateurs, donc là, on parle de plus de 1500 collaborateurs, c'était de les accompagner d'un niveau débutant jusqu'à l'expert. Donc, de ne pas mettre des gens sur le côté pendant cette période-là. Sinon, pourquoi? Ça fait partie de l'engagement aussi. Pourquoi les autres sont évalués? Pourquoi moi, je ne le suis pas? Produire des supports d'apprentissage, donc ça, j'y reviendrai pas, mais sans surcharger les experts, parce que au niveau de qui a la connaissance dans des secteurs aussi pointus que l'industrie dans l'aluminium, c'est peu de gens, et donc il faut être capable de les aider et de récupérer tout ce qui est l'extraction d'expertise d'une manière fluide. Et puis mettre en place aussi ce processus de manière fluide. Donc c'était moderniser au final ce qui avait déjà été fait, qui était une bonne base, et puis produire des plans de formation efficaces. La solution conceptuelle, on a un référentiel à 5 niveaux. Alors, quand je suis arrivée avec Nadège, j'ai 5 niveaux, ça me semblait beaucoup. L'éducation nationale, c'est 4 en France. Nous, venant de Suisse, souvent c'est 3, ça va. Mais elle m'a expliqué qu'effectivement, il y avait des niveaux qui étaient importants pour aller du débutant jusqu'à, on le voit ici, à niveau 5, ce sont des experts, ce sont des gens qui sont capables, eux, de même retravailler les processus, donc de remodéliser les compétences. Donc vous voyez, niveau 1, apprenant, capable simplement de définir des concepts. Donc on est là sur des choses assez légères. Ensuite, expliquer les principes de fonctionnement. Donc on est dans la taxonomie de Bloom, là à fond. Ensuite, de niveau 3, appliquer. Donc on est déjà là plus sur le terrain à la mise en pratique. Et puis après, il y a un niveau expert analyse, donc dans des contextes différents. Et puis on va voir aussi améliorer des savoirs d'entreprise. Donc je pense que là, on couvre tout. C'est un modèle excellent. Et puis, mise en relation donc, de la formation avec ces niveaux-là, Rio Tinto a décidé de mettre des modalités de formation différentes en fonction des niveaux. C'est un choix, ça peut se passer autrement, mais c'est leur parti pris. Et de dire, pour le niveau 1, un débutant, du e-learning, ça va très bien. On est sur un format de 4 heures, plus ou moins. Ensuite, le niveau 2, on va avoir de la formation présentielle. C'est 1 jour minimum, il peut y avoir un petit peu plus aussi. En niveau 3, on est dans de la mise en situation et de l'application. Et là, c'est sur plusieurs semaines. Donc, on est sur des profils qui sont pointus. Et ensuite, on est dans des projets d'analyse. Donc là, on est vraiment dans un travail où la personne, elle va rendre un travail aussi, elle va travailler sur des expériences, elle va faire des simulations en réalité. Et puis, le projet d'amélioration, là, c'est de la capitalisation et c'est challenger ce qui existe aussi. Donc c'est important dans ce côté évolutif de pouvoir avoir des gens à ce niveau d'expertise qui vont remettre ça en place. Les 4 niveaux, donc on a l'auto-évaluation, les résultats qui sont affichés tout de suite à l'apprenant. Avant, ils devaient attendre que le fichier Excel soit retravaillé. Là, ils ont les résultats tout de suite. Ils voient tout de suite aussi les requis dans le poste par rapport à leur niveau de compétence. Ils font la co-évaluation avec le manager. Et ensuite, les activités d'apprentissage sont déduites automatiquement. Mais c'est un dialogue avec le manager. La partie
coévaluation, ce n'est pas le manager qui le fait tout seul. Il est avec le collaborateur et il discute des niveaux. Donc, on est vraiment dans quelque chose dans de la médiation. Ensuite, les activités d'apprentissage, elles vont effectivement être poussées automatiquement par la plateforme. Mais là encore, on le verra en image, le manager et le collaborateur vont pouvoir choisir ou prioriser certaines actions de formation. Je vais vous montrer le résultat. Là, on est sur l'espace apprenant. Donc, l'apprenant, il a son portail, il a ses évaluations. Et vous avez une vue, une page égale une question. D'accord? Donc, vous voyez là la précision de la formulation. Pour chaque niveau, à chaque fois, on reprécise qu'est-ce qui est attendu dans le niveau pour l'évaluation. Donc après, ils ont l'habitude, ça peut aller très vite, mais comme ça, on est sûr qu'ils sont capables de s'évaluer correctement. Un petit mot de Nathalie, qui nous remercie. Voilà, la démarche, elle a été fluide. Ça a été quand même un travail consistant avec les équipes de Rio Tinto. Il y avait plusieurs personnes. Et ce qu'ils cherchaient, c'était une robustesse, une fiabilité, ce qu'on a pu mettre en place. Du côté de l'espace apprenant, vous vous rappelez, on a les résultats, la visualisation. Donc là, on voit clairement la visualisation des résultats et les requis dans le poste pour l'apprenant. Ça a été un moment crucial pour les apprenants parce que remplir un fichier Excel et ne pas avoir les résultats, ils attendaient avant de concaténer tout pour donner cette visualisation résultat qui n'était pas instantanée. Donc ça a changé vraiment la vision et le côté engagement aussi des apprenants d'avoir les résultats tout de suite. C'est ce qu'il fallait donner. Plus de traitement à la mano, ça c'était bien. L'espace gestionnaire maintenant, donc le manager va lui aussi faire l'évaluation et avec son collaborateur. Et ensuite, on voit le programme qui est poussé et ils vont pouvoir choisir ce qu'ils veulent, changer ce qui est préconisé par le système. Donc, ce n'est pas le système qui a la main et qui décide, c'est bien les humains. Nous, on aime bien donner la main aux humains de temps en temps. Ensuite, quand c'est fait, l'apprenant va avoir ses activités d'apprentissage qui vont être poussées selon les niveaux. Donc, il aura ses formations courtes ou longues. Et puis, on peut même aussi mettre des boosters. Ça, c'est le manager qui décide et il peut y avoir d'autres actions de formation qui sont poussées par le manager en termes de boosters. Le bilan, ça, c'est un retour des utilisateurs. Il y a eu 3 directeurs de sites. Donc, ça concerne dans les sites, pour vous donner un peu plus de détails sur les publics cibles, des gens qui sont des responsables d'équipe, on a des ingénieurs, et puis on a des gens qui sont dans l'opérationnel ou les procédés. Donc, c'est vraiment une population très, très terrain. Et là, les retours sont sur les progrès qui ont pu être faits, et puis l'instantanéité qui est vraiment un des facteurs. Le moyen aussi de vraiment dialoguer avec le manager pour trouver les points d'amélioration et mettre en place un plan de formation vraiment individualisé, personnalisé pour chaque candidat. Ils ont apprécié notre plateforme, on est vraiment heureux de leur avoir donné quelque chose de fiable et surtout c'était ajusté comme ils le voulaient. Donc on est presque sur du sur-mesure à certains moments pour développer les tableaux de bord pour avoir juste ce qu'ils voulaient. Le retour projet au global, on est sur des difficultés rencontrées. Ça a été la formulation des compétences, ça a amené un peu de temps de réflexion, de faire adhérer les utilisateurs parce que quand on leur a amené vous allez vous réévaluer sur les compétences. Ils avaient en tête ce qu'ils avaient avant. Et là, bon, maintenant, c'est bon. Ils y vont gentiment, il n'y a plus de soucis. Et puis, dans les facteurs de succès, le top management était aussi impliqué. Donc, a fait un petit mot pour lancer le projet. Donc, ça fait partie du marketing. Marketer son offre, c'est aussi important. Et puis, quand la solution, elle tourne, c'est vraiment important aussi de ne pas avoir de soucis techniques de ce côté-là. Et puis les enseignements clés, donc ce qu'on voulait, c'était un modèle aussi qui est adaptable parce que ça vit des compétences,
Ça passe aussi en France ou au Canada. Ce n'est pas forcément tout à fait la même culture. Ils peuvent mettre en place d'autres choses. Et puis, une cohérence, on disait, à la croisée des sciences cognitives, de l'informatique et du métier. Donc, c'est trouver tout ça, lier la pédagogie, finalement, avec les outils au service de la pédagogie et du métier. J'arrive au bout de ma présentation et puis... merci Elodie. Alors, est-ce que vous avez peut-être des questions sur cette, sur cette expérience avec Rio Tinto? Oui, madame. Alors, est-ce qu'on a un micro? Ah voilà, il y a une dame là-bas qui veut poser une question, merci. Au fond, là. Bonjour madame, merci pour cette présentation. Donc j'ai bien compris que vous aviez fait en quelque sorte des parcours de formation et qui impliquaient vraiment une co-construction entre les managers et donc les apprenants. Je voulais simplement savoir en termes d'organisation entre les managers et les apprenants, comment ça s'était passé dans le sens où assez régulièrement les identifications de formation sont plutôt dans l'entretien professionnel. Et ensuite, finalement, les interactions entre les managers et les personnes qui doivent se former se font plutôt rares. Idéalement, elles sont censées être fréquentes, mais comment est-ce que vous avez fait pour systématiser les échanges justement entre les managers et donc les personnes à former pour rendre possible justement cette notion d'évaluation, auto-évaluation et tout simplement orienter les bonnes personnes vers les bons parcours de formation. Merci. Merci. Dans le contexte de Rio Tinto, donc ce sont des évaluations qui sont régulières. Après, comme vous avez vu, il y a des formations qui vont aller sur plusieurs années aussi. Donc, selon les postes et les besoins d'évolution de postes, on pouvait mettre en place, ne plus attendre. Avant, c'était une fois par année, on lançait ces grandes évaluations qu'il fallait vraiment articuler. Là, on a une souplesse pour justement lancer un peu n'importe quand les évaluations, ce qui fait qu'une personne qui rentre dans un poste, elle peut être évaluée. Il y a des campagnes qui sont lancées, mais c'est aussi, le manager a aussi la main pour dire, allez, fais ton évaluation, refais ton évaluation de compétences, parce que là, j'ai vu que tu as progressé. Il me semble qu'on pourra aller un petit peu plus loin en lien avec justement le besoin de progression des apprenants. Donc ça donne toute la souplesse de le faire n'importe quand. Et je trouve que le manager prend une place de plus en plus centrale dans l'accompagnement, et c'est un dialogue aussi pour ensemble, l'apprenant, il sait ce qu'il a besoin de faire. Alors on a le système qui dit voilà, c'est ça qu'on vous propose, mais c'est cette discussion aussi et ça propose un autre moment en plus de l'entretien d'évaluation. Mais j'ai cru aussi comprendre, sous réserve que je l'ai bien entendu, que certains managers utilisaient l'outil aussi en disant bah, tu fais l'évaluation avant et puis ensuite on en rediscute un petit peu après, on fait un point sur ce que tu as déjà suivi et puis on peut remettre des choses en route. Donc c'est vraiment un moyen d'entamer le dialogue. C'est ça qui est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur. Bonjour. Cette évaluation est faite pour tous les personnels de Rio Tinto? D'aluminium. D'aluminium, d'accord. Donc c'est pas pour l'ensemble des personnes. C'est pas les 53 000, c'est 1500 uniquement sur France. Oui. Pourquoi ce besoin particulier d'avoir une solution très robuste aussi sur ce public cible-là? Ce sont des compétences rares qui sont dans les usines, des experts. Et on ne l'a pas montré ici, mais on est capable de cartographier aussi les postes qui sont à risque dans le sens où départ en retraite ou mutation ou autre chose, qui font qu'on a ce qu'on appelle une heat map qui montre les zones rouges, les zones chaudes, où on va manquer de compétences dans les usines. Donc ils l'ont fait sur, je dirais, des postes assez clés chez eux, et les usines le sont. Donc c'est... Voilà.
l'opérationnel, le terrain est vraiment important dans le cadre de Rio Tinto, aluminium en particulier. Mais je pense que c'est un modèle maintenant que la visibilité des trophées, je pense qu'on va avoir d'autres entités qui vont aussi, j'espère, continuer sur la même lancée. Merci. Alors moi j'avais une question pour toi Elodie. Alors Elodie, elle est aussi spécialiste des sciences cognitives et de la systémique. Alors moi j'aimerais bien savoir, en termes d'apprentissage, comment tu vois les choses, quel est ton angle d'approche finalement de ce que c'est que l'apprentissage? Alors le côté... Et les organisations apprenantes, puisque la systémique, on parle bien des systèmes. C'est ça, la systémique c'est les systèmes et nous on aime beaucoup la notion d'écosystème de formation et souvent aussi dans l'entreprise, vous n'avez pas qu'une seule plateforme. Pour la petite histoire, on n'est pas le LMS principal de Rio Tinto. Il y a un autre LMS, mais nous on vient sur un point important qui est cette évaluation de compétences. Donc c'est un autre système qui fonctionne dans le système. Et vous avez comme ça la mise en relation donc, de systèmes techniques qui est importante. Et puis sur la partie, comme on arrive au bout, sciences cognitives, on l'a vu, hein, on adapte, il y a des styles d'apprentissage, etc. Et ce qui est important, c'est d'engager les gens pour qu'ils soient à la fois moteurs pour aller dans leur formation et suivre aussi les formations. Et dans ces contextes-là, si vous leur offrez des outils sur lesquels ils sont à l'aise, c'est normal, on est fainéant, hein, on le sait bien, notre cerveau il va au plus facile. Donc des outils simples d'utilisation. Et puis on utilise les techniques d'engagement aussi parce que les gens aiment bien s'évaluer. Au final, j'aime bien savoir où j'en suis, mais ce n'est pas une condamnation définitive, je peux en parler et puis je vois mon tableau, donc c'est ça. Et c'est un peu aussi le marketing de la formation qu'on met autour pour parler de ces campagnes, les lancer et puis après qu'elles vivent toutes seules pour ne pas être obligé d'attendre la prochaine vague. Les gens peuvent surfer quand ils le veulent. Merci. On voit bien que c'est des systèmes en fait à piloter parce que si vous n'embarquez pas les managers, les collaborateurs risquent d'être bloqués aussi dans leurs apprentissages parce qu'ils auront envie de mettre quelque chose en marche que leur management ne va pas forcément bien connaître. Voilà. Et donc on risque d'avoir des freins. Donc souvent, lorsqu'on lance en fait des formations qui sont censées le toucher le plus largement possible, on commence par les managers pour ne pas les mettre en difficulté. Et puis on rend en général ces formations obligatoires. C'est tout à fait ça. Les populations managériales ont été les premières à y passer. Hein. Voilà. Alors moi j'ai par exemple un client qui est une très très grosse coopérative laitière qui vient de revoir ses axes stratégiques. Et en fait, eux, leur stratégie de déploiement de la formation, c'est de commencer par le comité exécutif, puis de faire les top 100, puis de faire les top 200, et puis progressivement d'y aller et de réintégrer ces axes stratégiques dans chacune des formations, de manière en fait à ce que l'ensemble des collaborateurs puissent incarner la transformation qui est en cours chez eux auprès des clients et puis de leurs sociétaires, puisqu'en fait c'est une coopérative. Donc le système est très intéressant à prendre en compte. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un système trouve toujours son équilibre. Et donc il faut l'impulser au bon endroit pour que ça puisse se propager. Alors ça prend un petit peu de temps. Pour ceux qui étaient là au début de l'après-midi, en fait, on a une courbe en fait, de transformation dans laquelle il faut vraiment prendre soin effectivement de la hiérarchie avant que la hiérarchie arrive à incarner en fait les changements qu'on veut, parce que sinon ils ne seront pas crédibles vis-à-vis des collaborateurs. Et puis aussi le fait qu'en fait il faut vraiment prendre soin des premiers qui prennent le risque justement de changer, de se former et les valoriser. Alors on peut le faire aussi par des retours d'expérience. Et on sait en sciences cognitives que la réflexivité est extrêmement importante. La capacité à se dire quel va être mon bénéfice lorsque je vais rentrer dans une formation et la capacité à se dire qu'est-ce que j'aurais envie de transmettre suite à cette formation, c'est pas forcément ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, mais qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, en fait va ancrer les apprentissages de manière extrêmement performante.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, monsieur. Oui, bonjour, merci pour votre question. En vous parlant de l'écosystème, ça me fait réfléchir sur le lien de l'évaluation de ces compétences qui sont intégrées dans un référentiel métier qui englobe, on va dire, les compétences nécessaires pour ce métier-là, avec les projets, les objectifs qu'on met pour l'année en cours. Quel est le lien de l'évaluation de ces objectifs des projets avec les compétences, sachant qu'un projet peut mobiliser différentes compétences. Donc, est-ce qu'il y a des pondérations qui sont intégrées dans votre solution? Est-ce qu'il y a des critères qui sont bien définis? Et en cas de désaccord de l'appréciation, parce qu'on est sur du déclaratif de la part du collaborateur, entre le collaborateur et le manager, quelle est la solution pour trouver, on va dire, la solution pour évaluer convenablement la compétence? Merci. Merci. Dans ce contexte où on définit un projet, les compétences, soit elles existent, mais elles sont liées à un projet, soit on peut avoir des nouvelles compétences donc, qui devront repasser par la case « Je construis les évaluations de compétences et les formations qui sont liées avec ça ». Donc, on peut tout à fait ajouter des nouvelles choses. En termes de pondération, là, on est sur un positionnement, c'est où je suis 1, 2, 3, 4 ou 5, selon le... et puis je peux évoluer après. Et dans le contexte où on a une coévaluation avec le manager et la personne, si ça se passe mal, il peut y avoir un tiers, un médiateur qui va venir, qui peut être un expert ou quelqu'un des RH. Selon les situations, ça ne sera pas forcément la même personne. Après, sur un niveau débutant, voilà, on peut dire, OK, on t'envoie sur un questionnaire de connaissances et puis on voit. Par contre, sur des niveaux plus importants, là, on est bien obligé d'amener un expert qui va pouvoir définir, oui ou non, ce niveau-là de compétences. Mais l'idée, elle est vraiment, c'est important de donner aussi en sciences cognitives, on dit, la vision de là où on veut aller, ce qu'on veut atteindre et que ça fasse du sens pour la personne. Si on fait cette démarche-là de sens avec l'apprenant et le manager où il voit que c'est de la progression, on a rarement ça qui arrive. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Eh bien, merci infiniment et bravo pour cette solution. Merci. P75, on est par là, tout près. On les voit bien, ils ont tous des t-shirts comme ça. Oh oui, on est viser la Lune avec nous, on est galactique, c'est ça le... Merci beaucoup Élodie. Donc Élodie Primo que vous pouvez retrouver sur le stand. J'invite les participants à venir s'asseoir. Devant, il y a des places VIP qui sont libres. Je pense que c'est l'occasion de vous sentir VIP, là, il faut y aller. Voilà, on va vous laisser vous installer, prendre quelques minutes. On attend en fait le prochain speaker, Vincent Desno, qui a fondé Teach on Mars. Donc, je suis extrêmement curieuse de voir ce que fait Teach on Mars.